3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que la forêt de bois des Arches rende son premier témoignage. Non pas un murmure des arbres, non pas une empreinte, mais un retour. Un chien, boitant, couvert de boue séchée. Et autour de son cou, un collier rouge, taché de sang. Dans le silence bucolique de Les Ormes, un village où chaque secret prend le temps de mûrir, ce retour inattendu a brisé l'illusion d'une disparition ordinaire. Il a transformé une simple inquiétude en une traque glaciale, où chaque détail compte, et où le plus loyal des compagnons a porté sur lui le premier fragment d'une vérité insoutenable. Avant de plonger au cœur de ce récit, dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Ce matin d'avril 2019, Les Ormes se préparaient à un week-end comme les autres. Ce matin d'avril 2019, Les Ormes, comme à son habitude, se préparait à un week-end d'une tranquillité presque immuable. Cette petite commune du nord de la France, tapie entre des étendues de champs de blé et des forêts anciennes, semblait exister hors du temps. En 2019, ses 1000 habitants se connaissaient de vue, de nom et de réputation. Chacun savait qui empruntait la route départementale et à quelle heure. Ici, la routine n'était pas une contrainte, mais un rituel séculaire. Le parfum du pain frais s'échappant de la boulangerie des 7 heures, le carillon de l'église annonçant midi avec une ponctualité rassurante, et le silence profond qui enveloppait le village des 10 heures du soir, comme une promesse. C'était cette promesse, celle d'une vie plus simple, loin du tumulte parisien, qui avait attiré Camille Duret, 31 ans, et son compagnon, Julien Marchand, 34 ans. Camille, professeure d'art et photographe amatrice, trouvait dans la campagne une source inépuisable d'inspiration pour son regard sensible et romantique. Julien, ingénieur forestier, cultivait une passion pour la nature qui s'épanouissait pleinement dans cet environnement préservé. Ils avaient emménagé dans une vieille demeure familiale, héritée du grand-père de Camille, nichée aux abords du village, où le chant des oiseaux et le frisson des feuilles remplaçaient le fracas urbain. Leur quotidien était empreint d'une sérénité que beaucoup envieraient, rythmé par les promenades en forêt et les soirées au coin du feu. Inséparables du couple, leur berger belge, noir, un chien au pelage sombre et au tempérament doux, adopté 3 ans auparavant, complétait ce tableau idyllique, veillant sur eux avec une loyauté silencieuse. Le samedi 6 avril, l'air était frais et piquant, mais le soleil promettait une belle journée. Vers 9 heures du matin, Camille et Julien quittèrent leur maison pour une courte randonnée. Leur destination était la forêt de Bois des Arches, un endroit réputé pour ses pins centenaires et ses panoramas apaisants, à quelques kilomètres seulement de leur domicile. Le plan était simple et habituel, une marche vivifiante, puis un retour avant le déjeuner. Juste avant de partir, alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans leur véhicule, Camille sortit son téléphone. Elle envoya un court message à sa mère, lui annonçant leur retour imminent, de retour avant 13 heures cœur rouge. Puis, elle glissa l'appareil dans la poche de sa veste, et ils prirent la route. L'après-midi s'étira lentement, transformant l'attente habituelle en une inquiétude grandissante. L'heure fatidique de 13 heures était passée, puis 14 heures, puis 15 heures. La mère de Camille, d'abord patiente, commença à ressentir les premiers pincements de l'angoisse. Elle tenta de joindre sa fille, 1, 2, puis plusieurs fois. Chaque appel restait sans réponse, les sonneries se perdant dans le vide. Le silence qui lui parvenait du combiné était plus lourd que n'importe quel bruit, empli d'un pressentiment désagréable. Les minutes s'écoulaient, lourdes et inexorables, creusant un chemin d'appréhension dans son esprit. Lorsque le début de soirée approcha et que toujours aucune nouvelle n'arrivait, l'inquiétude de la mère se transforma en une certitude glaciale. Quelque chose n'allait pas. Elle prévint les autorités locales, et peu de temps après, une patrouille fut dépêchée vers l'entrée du sentier de Bois des Arches, l'endroit même où le couple avait prévu de débuter sa randonnée. C'est là, à l'orée de la forêt, que le véhicule de Julien fut découvert. Il était stationné, intact, comme s'il venait de le quitter. Mais il était vide. Le silence de la forêt, jadis si apaisant, semblait désormais peser de tout son poids, enveloppant la scène d'un mystère profond, annonciateur d'une sombre incertitude. La promesse rurale avait laissé place à un silence inattendu, un silence qui allait bientôt devenir assourdissant. La découverte du véhicule de Julien, étrangement vide et silencieux à l'orée du Bois des Arches ce samedi soir, déclencha immédiatement une mobilisation d'urgence de la gendarmerie. Le crépuscule avait déjà cédé la place à une nuit d'avril froide et humide, enveloppant la forêt d'un voile d'encre qui rendait toute recherche initiale quasiment impossible. Les premières patrouilles établirent un périmètre de sécurité, leurs lampes torchaient du temps pour percer l'épaisseur des sous-bois. L'urgence était palpable, l'absence prolongée du couple, combinée à la voiture abandonnée,
écartait l'hypothèse d'une simple perte dans ces bois pourtant familiers. La nouvelle se répandit rapidement à Les Ormes, déchirant la sérénité habituelle du village. Les habitants, sidérés, se rassemblèrent spontanément, d'abord autour de la gendarmerie, puis, malgré une pluie fine et persistante, aux abords de la forêt. La communauté de Les Ormes, forte de sa solidarité, offrit son aide. Des volontaires, équipés de lampes frontales et de vêtements de pluie, se proposèrent pour participer aux recherches, témoignant d'une unité remarquable face à l'angoisse croissante. Dès les premières lueurs du dimanche matin, 7 avril, la mobilisation prit une ampleur considérable. Sous la coordination de la gendarmerie nationale et des services de secours, des équipes de recherche furent déployées sur une zone étendue. Des drones, leurs hélices bourdonnant dans l'air froid, s'élevèrent au-dessus de la canopée, leurs caméras thermiques scrutant la vaste étendue boisée. Des équipes cynophiles, composées de chiens spécialisés, furent mises à contribution, leurs aboiements sporadiques brisant le silence de la forêt, mêlant espoir et anxiété. Un hélicoptère de la sécurité civile survola la zone, son rotor déchirant le ciel gris et bas, offrant une perspective aérienne cruciale. La forêt de Bois des Arches, d'ordinaire si paisible, résonnait désormais du bruit des moteurs, des voix humaines et du frisson des feuilles. La vaste étendue du Bois des Arches, avec ses parcelles denses de pins centenaires, ses sous-bois inextricables et ses zones marécageuses, se révéla être un défi redoutable. Le temps ne fit qu'intensifier la difficulté. Un ciel lourd et bas déversait une pluie intermittente, transformant le terrain en une boue collante qui rendait la progression lente et épuisante. Chaque pas était un effort, chaque branche un obstacle. Les bottes s'enfonçaient dans la terre molle, les visages des volontaires et des professionnels se couvrant de boue et de fatigue. Les heures passaient, se muant en une succession interminable de recherches infructueuses. La frustration commença à poindre, lourde et amère. Malgré tous les moyens déployés, la forêt ne livrait aucun indice. Aucune trace de pas sur le sol détrempé, aucune branche cassée de manière anormale, aucun vêtement déchiré, aucun objet personnel n'attira l'attention des équipes. Les zones furent minutieusement ratissées, des ravins explorés, des bosquets épais sondés, des cours d'eau inspectés, mais en vain. La disparition semblait totale, absolue. Les sacs à dos de randonnée du couple demeuraient introuvables. Et Noir, le berger belge fidèle, n'avait pas non plus donné signe de vie. C'était comme si la forêt elle-même avait absorbé Camille, Julien et leurs chiens, les effaçant sans laisser la moindre trace, les faisant se fondre dans le paysage d'une manière terrifiante. Les recherches se poursuivirent sans relâche pendant 2 jours consécutifs, le dimanche et le lundi, dans une atmosphère de plus en plus lourde. Chaque matin, de nouvelles équipes étaient formées, les visages marqués par la fatigue mais animés d'une détermination farouche. Chaque soir, les véhicules des gendarmes et des bénévoles revenaient à la base opérationnelle improvisée, leurs phares perçant l'obscurité, les hommes le corps lourd de boue et l'esprit plus lourd encore de frustration et de doute. L'espoir, pourtant si robuste au début, commençait à s'étioler, laissant place à une appréhension grandissante, teintée d'un pressentiment funeste. Le silence de la forêt semblait se refermer, protégeant son secret avec obstination. Les habitants de Les Ormes, réunis au centre communautaire, ne parvenaient plus à masquer leur désespoir. Les conversations se faisaient à voix basse, les regards étaient perdus, et l'idée d'un deuil anticipé, sans corps, sans explication, commençait à hanter les esprits. Au milieu de cette exaspérante absence de preuves, un détail apparut, fugace et vague, mais qui, faute de mieux, fut scrupuleusement enregistré. Le lundi après-midi, alors que les équipes commençaient à ressentir les premiers signes d'épuisement, un bûcheron local, un homme d'une 60aine d'années aux mains calleuses, se présenta à la gendarmerie. Il travaillait à moins de 2 kilomètres du point de départ du sentier emprunté par Camille et Julien. Interrogé par les enquêteurs, le bûcheron déclara avoir aperçu un homme, posté au bord de la route, observant la Renault Kangoo du couple, plusieurs heures après leur présumé de leur disparition, soit dans le courant de l'après-midi du samedi. Il décrivit l'individu portant une veste marron, un peu usée, et un bonnet sur la tête. L'homme était resté immobile, le regard fixé sur le véhicule, un comportement que le bûcheron avait trouvé inhabituel dans ce lieu isolé. Les enquêteurs prirent note de ce témoignage, posant des questions précises sur leur approximative, la corpulence et l'allure générale de l'homme. Cependant, le récit du bûcheron manquait de détails cruciaux. L'heure incertaine, la description générique et l'absence de corroboration affaiblissaient son poids. Le bûcheron n'avait pas vu le visage de l'homme et ne pouvait fournir aucun détail distinctif. Le témoignage fut donc jugé trop vague par la gendarmerie, n'apportant pas d'éléments suffisamment concrets pour orienter de manière décisive les recherches. Néanmoins,
Cette information, aussi ténue fût-elle, fut consignée avec rigueur dans le dossier d'enquête. C'était la seule chose concrète, la seule esquisse d'une piste qu'ils avaient en main. Un homme anonyme, une veste marron, un bonnet, un regard sur une voiture vide. Un détail infime dans l'immensité grandissante du mystère. Le cas était alors dans une impasse sombre, les habitants de Les Ormes oscillant entre un espoir fragile et la cruelle réalité d'un deuil anticipé. La forêt gardait son secret, un lourd silence planant sur la campagne, sans la moindre lumière sur le destin de Camille, Julien et de leur fidèle chien, Noir. Le mardi 9 avril 2019 marqua le 3e jour des recherches infructueuses. L'espoir, déjà ténu, s'amenuisait à chaque heure qui passait. Les équipes de gendarmes et de bénévoles, épuisées, se préparaient à reprendre leurs investigations dans une atmosphère de résignation. Le temps restait couvert, le ciel d'un gris uniforme, reflétant la peine collective qui s'installait sur les Ormes. La vague information du bûcheron, seule piste potentielle, n'avait mené à rien. Le dossier semblait s'enliser, l'énigme de la disparition de Camille Duret, Julien Marchand et leur chien noir s'épaississait à chaque instant. Pourtant, c'est à l'aube de ce 3e jour que le lourd silence fut brisé, non par une découverte macabre dans la forêt, mais par le retour inattendu du plus loyal des messagers. Vers 8 heures du matin, Catherine Lefebvre, 68 ans, la voisine attentive du couple, était occupée à arroser les jeunes pousses de son jardin. Le cœur serré par l'angoisse ambiante, elle accomplissait sa tâche quand un bruit familier mais faible attira son attention. Un léger frottement de pattes sur le gravier, suivi d'un gémissement à peine audible, une plainte sourde exprimant une immense souffrance. Elle s'interrompit. Son regard scruta les alentours. C'est alors qu'elle le vit. Proche de son portail, appuyé contre les poteaux en bois, se tenait Noir. Le berger belge, d'ordinaire si énergique, était méconnaissable. Il boitait lourdement de la patte avant droite, son corps tout entier recouvert d'une couche épaisse de boue séchée, ses poils noirs plaqués et ternes. Ses yeux, habituellement pétillants, reflétaient une fatigue extrême, une détresse profonde. Il semblait avoir parcouru un chemin insensé, l'épuisement le figeant sur place, à quelques pas du refuge tant cherché. Catherine, le souffle coupé, ouvrit précipitamment le portail. À la vue de la porte ouverte, Noir rassembla ses dernières forces et pénétra dans le jardin, s'effondrant presque sur le sol. C'est en se penchant pour le réconforter, en caressant doucement son cou, que Catherine Lefebvre fit la découverte qui allait tout changer. Autour du cou du chien, son collier rouge habituel était souillé. Une large tache sombre, d'un rouge brique presque noirci par la boue et le temps, s'étalait sur le nylon. Du sang. Un cri étouffé échappa à la vieille dame. Ses mains tremblaient en palpant la substance. Il ne s'agissait pas d'une simple égratignure. La quantité et la consistance du sang séché étaient alarmantes. Une horreur glaciale l'envahit. Ce n'était plus un simple chien perdu qui revenait, mais un messager muet, porteur d'une preuve sanglante. Elle composa immédiatement le numéro d'urgence de la gendarmerie, sa voix tremblante mais ferme. Moins d'un quart d'heure plus tard, une équipe de gendarmes, menée par le capitaine Dubois, arrivait sur les lieux, suivie rapidement par des techniciens en identification criminelle. L'atmosphère, quelques minutes auparavant empreinte de désespoir, se tendit soudain d'une intensité nouvelle. Noir, toujours épuisé mais manifestement soulagé d'être de retour, fut examiné par un vétérinaire dépêché en urgence. Ses blessures étaient légères, principalement des écorchures et une forte boiterie due à l'épuisement. L'attention de tous se focalisa sur le collier. Les experts de la police scientifique travaillèrent avec une minutie extrême. Le collier rouge fut retiré avec précaution, glissé dans un sac scellé pour éviter toute contamination. Le capitaine Dubois observait les techniciens avec une tension palpable, sentant que ce minuscule objet pouvait enfin briser le mur de silence érigé par la forêt. Dans le laboratoire mobile, la tache de sang fut analysée. Rapidement, les premières conclusions tombèrent. Il s'agissait bien de sang humain. L'analyse ADN fut lancée sans délai. Quelques heures plus tard, le verdict tomba, confirmant les pires craintes. Le sang appartenait à Julien Marchand. La nouvelle se répandit comme un choc dans la petite brigade. Le capitaine Dubois sentit un frisson parcourir sa nuque. La disparition n'était plus un simple cas de personnes égarées. Elle basculait officiellement dans le domaine criminel, devenant une enquête pour homicide. Le silence assourdissant de la forêt prenait désormais le visage d'un crime odieux. Mais l'analyse du collier ne s'arrêta pas là. Tandis que le sang était identifié,
Un autre élément crucial fut découvert. Sur la sangle en nylon, à un endroit où le sang avait séché en une fine pellicule, une trace presque imperceptible fut révélée sous un examen approfondi. Une empreinte digitale partielle, étonnamment bien conservée. L'auteur du crime avait, dans l'action, laissé sa marque. Cette découverte fut un tournant majeur. L'empreinte digitale, fragmentée mais suffisante pour une identification, fut numérisée et immédiatement transmise au laboratoire criminalistique de Lyon. L'attente fut insoutenable pour les équipes d'enquête. Chaque minute semblait une heure. Le capitaine Dubois sentait que l'affaire était sur le point de basculer, de prendre une direction nouvelle et brutale. 3 jours d'attente s'écoulèrent avant la réponse du laboratoire, 3 jours où l'espoir et l'anxiété se livrèrent une bataille sans merci à les ormes. Et puis, la confirmation arriva. Le vendredi 12 avril, le réseau national des empreintes digitales renvoya un nom qui allait résonner lourdement dans le silence du village, Thierry Valois. 46 ans. Ancien chasseur, résidant dans la région de Poitiers. Son casier judiciaire affichait un historique d'agression datant de 2003, une vieille affaire de violence pour laquelle il avait été condamné. Mais ce n'était pas tout. Le nom de Thierry Valois évoquait un passé récent et trouble à les ormes. Il avait travaillé quelques mois comme garde forestier temporaire dans le secteur de Bois des Arches, peu de temps avant l'arrivée de Camille et Julien. Son contrat n'avait pas été renouvelé suite à des plaintes répétées concernant son comportement violent et son tempérament irascible. Plus spécifiquement, des rumeurs persistantes faisaient état d'une altercation avec Julien Marchand, quelques mois avant le drame. Julien, en tant qu'ingénieur forestier et homme de principe, avait dénoncé des coupes d'arbres illégales et des pratiques douteuses dans la zone, ce qui avait potentiellement entraîné le renvoi de Valois. Le ressentiment que ce dernier pouvait nourrir à l'égard de Julien devenait une hypothèse crédible, mais encore à prouver. Le messager silencieux avait enfin parlé. Le mystère de la forêt s'éclaircissait d'une lueur sombre, révélant la promesse d'un assassin. La révélation du nom de Thierry Valois par le laboratoire de Lyon, ce vendredi 12 avril, agit comme un électrochoc pour la gendarmerie. Après des jours de recherche vaine, le capitaine Dubois et son équipe avaient enfin un suspect crédible, étayé par des éléments concrets. Thierry Valois, 46 ans, avec son passé d'agression et son lien conflictuel avec Julien Marchand, devint immédiatement la cible prioritaire de l'enquête. L'ordre fut donné de l'interpeller sans délai. Une équipe d'intervention fut rapidement mobilisée. Valois résidait dans une petite ville voisine, à une quarantaine de kilomètres de Les Ormes, dans une localité plus isolée. Les gendarmes, soucieux de la discrétion, mirent en place une surveillance de son domicile avant de passer à l'action. À l'aube du samedi 13 avril, Thierry Valois fut appréhendé sans incident majeur. Pendant que Valois était conduit à la brigade pour y être interrogé, une équipe de la police scientifique, accompagnée de plusieurs gendarmes, procéda à une perquisition minutieuse de sa propriété. Dans une vieille grange attenante à sa maison, sous une bâche grossièrement jetée, les enquêteurs firent une découverte cruciale, le véhicule de Valois, un pick-up utilitaire, en partie dissimulé. L'examen du véhicule révéla des détails saisissants. Le pare-choc avant présentait de profondes éraflures et des traces de boue séchée. Des échantillons furent prélevés et rapidement comparés à la terre du Bois des Arches. Les premières analyses furent formelles. La boue correspondait précisément aux caractéristiques géologiques du sol de la forêt où Camille et Julien avaient disparu. C'était un premier lien matériel irréfutable. La découverte la plus accablante survint en ouvrant le coffre du pick-up. Malgré un nettoyage superficiel, les techniciens détectèrent, via l'utilisation d'agents luminol, des taches de sang humain, invisibles à l'œil nu, incrustées dans les fibres du revêtement. Des prélèvements furent effectués et envoyés en urgence pour analyse ADN. Quelques heures plus tard, le verdict du laboratoire tomba. Il s'agissait bien du sang de Julien Marchand. Face à ces preuves accablantes, l'empreinte digitale sur le collier de noir, le sang de Julien dans le véhicule de Valois, et la boue du Bois des Arches sur son pare-choc, Thierry Valois ne put maintenir sa ligne de déni. Les enquêteurs, menés par le capitaine Dubois, le confrontèrent aux faits. Après plusieurs heures d'interrogatoire tendu, Thierry Valois finit par craquer, concédant une confession qui laissa les gendarmes silencieux, abasourdis par la banalité macabre des motifs. Valois expliqua que la journée du 6 avril n'était pas un accident. Il avait aperçu le couple Marchand et durait s'engager sur le sentier du Bois des Arches. La vue de Julien avait ravivé une rancœur tenace. Quelques mois auparavant, Julien l'avait dénoncé pour des coupes d'arbres illégales et des pratiques douteuses. Cette dénonciation avait entraîné le renvoi de Valois de son poste temporaire de garde forestier, un revers qu'il n'avait jamais pardonné.
Selon son récit, il avait suivi le couple, non pas avec l'intention de tuer, mais de les faire peur, de leur faire payer l'affront. Il les avait interceptés sur un sentier isolé. Une altercation verbale avait éclaté, dégénérant rapidement en violence physique. Lorsque Julien Marchand avait tenté de riposter, Valois, pris d'une fureur incontrôlable, s'était emparé d'une pierre lourde trouvée au sol et avait frappé Julien à la tête. L'impact fut fatal. Camille Duret, horrifiée, avait tenté de s'enfuir, criant et appelant à l'aide, Noir à ses côtés. Le chien, sentant le danger, avait aboyé férocement, cherchant à la protéger. Valois, ne voulant pas laisser de témoins, avait poursuivi Camille. Lorsqu'il l'avait rattrapée, il l'avait également frappée à l'aide de la même pierre, la faisant s'effondrer. C'est à ce moment précis que Noir, dans un acte de bravoure désespéré, avait mordu l'agresseur au bras, laissant sur le cou une trace de sang et sa digitale sur le collier. Valois, surpris et blessé par la morsure, avait tenté de retenir le chien, mais Noir, avec une force et une détermination inouïes, s'était débattu et avait réussi à s'échapper, s'enfonçant à toute vitesse dans l'épaisseur de la forêt, une blessure à la patte et une mission inattendue. Après la fuite du chien, Valois, réalisant l'ampleur irréversible de ses actes, avait agi pour effacer les traces. Il avait traîné les corps inanimés de Camille et Julien sur une 60aine de mètres, jusqu'à un trou naturel dissimulé dans une zone dense et difficile d'accès, à environ 600 mètres du sentier principal. Il avait ensuite recouvert les corps de feuilles mortes et de branchages, espérant que la nature et le temps effaceraient à jamais son crime. C'est ainsi que l'analyse ADN avait confirmé que le sang sur le collier de Noir appartenait à Julien, et que la digitale retrouvée était bien celle de Valois. 2 jours après la confession de Valois, sous l'œil vigilant des gendarmes et des techniciens, les corps de Camille Duret et Julien Marchand furent retrouvés à l'endroit exact qu'il avait indiqué. La zone, isolée et d'accès particulièrement difficile, confirmait l'ingéniosité macabre de l'assassin pour dissimuler son forfait. La découverte mit fin à l'incertitude insoutenable des familles et de la communauté, mais ouvrit la voie à un deuil immense. L'enquête révéla alors la trajectoire extraordinaire de Noir. Blessé, couvert de boue et probablement déshydraté, le chien avait parcouru une distance estimée à près de 30 km à travers la forêt dense et le terrain accidenté. Guidé par son instinct et sa loyauté indéfectible, il avait trouvé son chemin de retour vers la maison. Et, dans cet acte de survie héroïque, il avait ramené la preuve la plus cruciale et la plus inattendue du crime, l'empreinte digitale ensanglantée de l'assassin, gravée sur son collier rouge. Noir, le héros oublié de cette tragédie, devint le messager silencieux qui avait percé le mystère et rendu justice. Thierry Valois fut jugé et reconnu coupable des meurtres de Camille Duret et Julien Marchand. En 2021, il fut condamné à la prison à perpétuité. Pour les Ormes, le village qui avait vu sa tranquillité bucolique se transformer en scène de crime, rien ne fut plus jamais comme avant. Autrefois connu pour son calme et ses paysages, il devint un lieu marqué par l'horreur. Mais au-delà de la tragédie, une légende naquit, celle de Noir. Aujourd'hui encore, lorsque le vent siffle entre les cimes des pins du bois des Arches, certains habitants de Les Ormes disent entendre le son d'un chien qui court, inlassable, revenant vers sa maison, guidé par la seule mémoire de ceux qu'il aimait. Le fidèle compagnon, le héros silencieux, est devenu le symbole intemporel d'une justice inattendue et d'une loyauté éternelle. Ainsi, le silence millénaire du bois des Arches fut brisé, non par le cri d'une victime ou la clameur d'une foule en colère, mais par le retour inattendu d'un loyal compagnon. C'est la course désespérée de Noir, ses 30 kilomètres parcourus à travers la boue et l'obscurité, portant sur son collier l'empreinte sanglante de l'impensable, qui a déchiré le voile sur la disparition de Camille Duret et Julien Marchand. Une preuve insoupçonnée, déposée au seuil d'une maison, révélant la trahison d'une nature profonde et la violence sous-jacente d'un ancien conflit. Justice, bien que tragique, a finalement été rendue par le plus pur des courages, scellant le destin de Thierry Valois à une prison à perpétuité et transformant les Ormes à jamais. Cette histoire nous rappelle que même dans les recoins les plus paisibles du monde, l'obscurité peut surgir, mais que la loyauté et la persévérance, même celle d'une créature silencieuse, peuvent éclairer les vérités les plus enfouies. La mémoire des êtres chers peut guider des pas que l'on croyait perdus, et parfois, les héros les plus discrets sont ceux qui portent le poids le plus lourd. Que pensez-vous de l'incroyable instinct de survie et de la fidélité inébranlable de Noir? Auriez-vous imaginé qu'un tel indice puisse venir d'un animal? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les vestiges d'un mystère, abonnez-vous et activez la cloche des notifications, et laissez un pouce bleu si cette révélation vous a marqué.